7 secondes de survie. C'est le temps qu'il restait à un mitrailleur après avoir ouvert le feu. Pourquoi les soldats acceptaient-ils une telle sentence? La réponse tient en 3 lettres. M60. Cette arme n'était pas un simple fusil, c'était une machine à broyer les lignes ennemies. Les servants du M60 au Vietnam déchaînaient un déluge de feu permanent. Ils devenaient instantanément les cibles prioritaires du Viet Cong. Un tir, une pluie de plomb, et le chronomètre se lançait. Comment en est-on arrivé là? Le Pentagone cherchait une solution radicale. La fin de la Seconde Guerre mondiale avait laissé un vide technique. Les généraux américains avaient observé avec effroi l'efficacité des MG-34 et MG-42 allemandes sur le front européen. Ils voulaient la même chose, une mitrailleuse polyvalente capable de tout raser. C'est ainsi que le M60 est sorti des usines. Ce n'était pas un choix esthétique, c'était une nécessité brutale. Les conditions au Vietnam étaient atroces. La jungle dense rendait les fusils d'assaut classiques presque inutiles. Les tactiques ennemies étaient imprévisibles, frappant fort avant de disparaître dans le vert. À l'image, on voit des soldats progresser dans une boue épaisse. L'air est lourd. Le M16 standard tirait des munitions de 5,56 mm. Ces balles étaient trop légères. Elles ricochaient sur les branches ou se perdaient dans les fougères. Le combat exigeait plus de puissance. Le M60 a changé la donne avec sa munition de 7,62 mm autant. Ce calibre ne s'arrêtait devant rien. Il traversait le bois, transperçait les obstacles et fauchait les combattants camouflés derrière les troncs. À première vue, une arme encombrante. Mais en réalité, le seul rempart entre la vie et la mort. Le M60 servait à fixer l'ennemi au sol. Quand il se mettait à chanter, plus personne ne levait la tête. Il permettait de couvrir les assauts ou de briser net une embuscade. Son bruit était reconnaissable entre mille, un martèlement sourd et régulier. Sur les documents d'époque, on observe le recul violent de l'arme. Le mitrailleur doit lutter contre le métal brûlant. Les douilles s'accumulent au sol par centaines. La pression est totale. L'erreur était interdite. Chaque seconde de tir rapprochait l'opérateur de la riposte adverse. Mais ce n'était que le début de son histoire. La mitrailleuse est devenue la pièce maîtresse de la défense américaine dans les rizières. Elle compensait toutes les faiblesses du matériel standard. Sans le M60, de nombreuses patrouilles ne seraient jamais rentrées à la base. Le prix à payer était connu de tous. 7 secondes de gloire, avant que l'ennemi ne concentre tous ses tirs sur le servant de l'arme. Ainsi commençait chaque journée pour un mitrailleur au Vietnam. 23 livres de métal et de puissance. C'était le poids mort que chaque section devait traîner dans la jungle. La M60 n'était pas une simple arme. C'était le cœur battant de l'escouade américaine. Pourquoi cette mitrailleuse était-elle indispensable? La réponse est tactique. Sans elle, aucune manœuvre n'était possible sous le feu ennemi. Sa mission principale consistait à fournir un tir de suppression continu. Le bruit était assourdissant. Les balles fauchaient la végétation. L'objectif était de clouer les soldats Viet Cong au sol. Pendant ce temps, le reste de l'escouade pouvait se déplacer ou battre en retraite. Lors des patrouilles, le tireur se plaçait sur les flancs. En cas d'embuscade, il montait en première ligne. À l'image, on voit le canon pointer vers la zone la plus dégagée pour maximiser le champ de tir. Mais ouvrir le feu revenait à signer son arrêt de mort. Dès les premières rafales, le tireur devenait un aimant à munitions. Les tireurs d'élite et les roquettes RPG se concentraient immédiatement sur sa position. Le champ de bataille entier convergeait vers lui. Il n'avait pas le choix. Après quelques salves, il devait ramasser son arme et courir pour changer d'emplacement. Rester statique signifiait mourir. La puissance de la M60 avait un prix physique. Les soldats l'appelaient le cochon. Dans la chaleur étouffante et l'humidité de la jungle, chaque pas était un calvaire. Avec une cadence de 500 à 650 coups par minute, l'arme était gourmande. Une bande de 100 cartouches disparaissait en seulement 11 secondes. Sur la bande d'archives, on voit les douilles brûlantes s'accumuler en un instant. Le poids de l'arme n'était rien face au poids des munitions. Il fallait nourrir le monstre. La quantité de cartouches dépendait strictement de la mission. Pour une attaque nocturne rapide, 3 ou 4 bandes de 100 coups suffisaient pour le contact initial. Mais pour les opérations de grande envergure, la donne changeait. Les hommes emportaient tout ce qu'ils pouvaient physiquement porter. L'équipe se répartissait la charge. Le tireur portait généralement 200 cartouches sur lui. L'assistant tireur suivait de près avec un canon de rechange et 2 bandes supplémentaires. Enfin venait le porteur de munitions. On l'appelait la mule.
Il transportait des caisses de cartouches si lourdes qu'elles lui sciaient les épaules. La logistique était une question de survie. Sans munitions, le cochon devenait un simple morceau de ferraille inutile. Ainsi fonctionnait la machine de guerre au sol. 2000 cartouches. C'était la charge minimale pour survivre dans la jungle. Pourquoi les soldats portaient-ils autant de poids? La réponse est simple. Le combat n'attend pas. Nourrir le cochon demandait un effort collectif. Ce n'était pas seulement l'affaire du tireur. Chaque membre de l'escouade portait une ceinture de 100 munitions autour du cou, en plus de son propre équipement. Une seule ceinture pesait près de 3 kilos. Sur le papier, une équipe de M60 devait transporter 1200 cartouches. Dans la réalité, le chiffre grimpait souvent entre 2 et 4000. Plus il y avait de métal, plus les chances de survie augmentaient. À l'image, des soldats ployant sous le fer. On voit les maillons de munitions briller contre les uniformes trempés de sueur. Le rythme des tirs était visuel. Une balle sur 5 était une traçante. Elle laissait un sillage lumineux dans l'air. Pour le tireur, c'était un guide pour ajuster sa visée. Pour les équipages d'hélicoptères, c'était un signal. Dans l'obscurité des combats nocturnes, ces lignes de feu indiquaient la position des troupes amies. Les codes couleurs étaient clairs. Les forces américaines utilisaient des traçantes rouges. Le Viet Cong utilisait des traçantes vertes. Le poids était un calvaire quotidien. Les hommes juraient contre les sangles qui coupaient leurs épaules. Mais dès que l'embuscade claquait, les plaintes s'arrêtaient. Personne ne regrettait d'avoir trop de munitions sous la main. À première vue, un stock inépuisable. Mais en réalité, une réserve qui s'évapore en quelques minutes. Un engagement intense brûlait les stocks à une vitesse folle. Le bruit mécanique de la culasse qui frappe à vide était la pire crainte du tireur. Tomber à court de munitions en plein échange de tirs signifiait la mort certaine. Malgré ses 14 kilos, la M60 offrait une puissance de feu de suppression massive. C'était la différence brutale entre la vie et le trépas. Mais ce n'était que le début du danger pour le servant. Le Viet Cong et l'armée nord-vietnamienne redoutaient l'arme, mais ils avaient appris à la neutraliser. La consigne était stricte, abattre le tireur de M60 en priorité. Gagner l'avantage tactique passait par là. On entend le sifflement d'une balle isolée. Lors d'une embuscade, les premiers tirs visaient systématiquement l'homme à la mitrailleuse. Les tireurs d'élite ennemis savaient une chose. Si la M60 se taisait, la capacité de l'escouade à répondre efficacement tombait à zéro. Le tireur était la cible numéro 1. L'histoire s'est arrêtée là pour beaucoup d'entre eux. 20% de chances de survie en plus pour l'ennemi si le tireur tombe. C'est le calcul brutal du champ de bataille. Les servants de mitrailleuses étaient les cibles prioritaires. Sur le terrain, porter une M60 équivalait à avoir une croix rouge sur le front. Les snipers cherchaient la silhouette de l'arme. Les tireurs d'élite visaient les servants en premier. Les pertes étaient massives. Les équipages savaient que chaque seconde de tir signalait leur position exacte. La pression mentale était constante. En patrouille, l'organisation suivait un schéma rigide. L'équipe devait réagir en une fraction de seconde. Un groupe type comprenait 4 hommes. Le tireur portait l'arme principale. 2 fusiliers transportaient les caisses de munitions supplémentaires. Un sous-officier dirigeait la manœuvre et désignait les cibles. À l'image, des hommes courbés sous le poids, progressant dans la boue. Le règlement imposait le transport d'un trépied pour stabiliser les tirs, mais la réalité du terrain imposait une autre loi. Le trépied pesait 7 kilos. Il ralentissait la progression dans la jungle épaisse. En pratique, la plupart des unités abandonnaient cet accessoire à la base. La mobilité était une question de vie ou de mort. Il fallait être prêt à faire feu à l'épaule ou sur bipied en un instant. Mais le style ne remplace pas l'efficacité. Les soldats sans expérience de combat commettaient souvent la même erreur. Ils portaient les bandes de munitions en bandoulière sur la poitrine. Ils croisaient les ceintures comme dans les films de bandits. Le résultat était désastreux. Les maillons s'accrochaient dans les branches. La poussière et les feuilles s'incrustaient entre les cartouches. Au premier accrochage, l'arme s'enrayait. À première vue, une allure de guerrier, mais en réalité, un piège mortel. Les unités novices faisaient une autre faute grave. Elles ne chargeaient qu'une courte bande dans le mécanisme de la M60. Dès que le combat s'intensifiait, le tireur se retrouvait à sec. Il devait fouiller ses poches sous le feu ennemi. Les vétérans, eux, ne laissaient rien au hasard. Chaque maillon était vérifié, chaque cartouche était propre. La propreté du métal garantissait la cadence de tir. Les soldats expérimentés utilisaient des astuces de terrain. On voit souvent des sacs en toile modifiés accrochés à l'arme. C'étaient initialement des sacs pour mines Claymore M18. Les hommes y rangeaient 200 à 300 cartouches reliées entre elles.
Le système permettait de nourrir la mitrailleuse en continu sans risquer l'enrayage lors d'une embuscade soudaine. L'erreur n'était pas autorisée. La M60 ne restait pas uniquement entre les mains de l'infanterie. On l'installait partout où le besoin de puissance de feu se faisait sentir. Les mécaniciens les montaient sur les jeeps de patrouille et sur les tourelles des chars d'assaut. Ainsi s'organisait la survie dans la jungle. 200 coups par minute. C'est la cadence de tir que les équipes de mitrailleurs cherchaient à maintenir coûte que coûte. Pour y arriver, les soldats ne se contentaient pas des standards. Ils reliaient 2 ou 3 bandes de 100 cartouches entre elles. Parfois, ils utilisaient même des boîtes métalliques de 750 munitions, conçues à l'origine pour les miniguns. L'objectif était clair, saturer la zone de feu sans s'arrêter. Ces armes étaient aussi le cœur des hélicoptères. Qu'il s'agisse de canonnières lourdement armées ou de Huey de transport, le M60 était omniprésent. À l'image, un tireur de porte penché dans le vide au-dessus de la canopée. Pourquoi le M60 était-il surnommé le cochon? Pour sa puissance, mais aussi pour ses défauts techniques. Le premier problème était la surchauffe. Lors de tirs soutenus, le métal atteignait des températures critiques. Le canon devait être changé régulièrement pour éviter la déformation. À cela s'ajoutaient les enrayages fréquents. Dans la jungle vietnamienne, l'humidité est permanente. La boue et la terre s'infiltrent partout. Le mécanisme du M60 y était très sensible. Pour le soldat, c'était un combat quotidien contre les éléments. Il fallait nettoyer, huiler et vérifier chaque pièce du mécanisme. Mais après plusieurs jours de patrouille sous la pluie, maintenir l'arme propre devenait impossible. À première vue, une arme robuste. Mais en réalité, un piège mortel en cas de dysfonctionnement. Le pire défaut était le tir automatique incontrôlé. Le mécanisme se bloquait. Même en relâchant la détente, l'arme continuait de cracher ses balles. Le mitrailleur devait alors lutter physiquement avec sa propre arme pour ne pas faucher ses alliés. L'assistant, lui, devait arracher la bande de munitions pour stopper l'alimentation. Dans le chaos du combat, c'était une situation terrifiante. Les balles partaient n'importe où. Les munitions précieuses étaient gâchées et l'arme risquait d'exploser. La situation a empiré. Le rechargement devait être un réflexe. Le tireur ouvrait le capot supérieur, posait une nouvelle bande et claquait le couvercle. En quelques secondes, le feu reprenait. Mais après 200 cartouches, le canon devenait rouge vif. L'assistant intervenait alors avec un gant épais. Il saisissait le métal brûlant pour le remplacer par un canon froid. C'était une manœuvre risquée, qui exigeait un calme total sous les tirs ennemis. Pourtant, malgré ses faiblesses, une équipe entraînée pouvait briser une embuscade en quelques secondes. Les patrouilles dépendaient entièrement de leurs mitrailleurs. C'était leur seule véritable assurance-vie. Les opérateurs apprenaient à connaître leur arme par cœur, jusqu'au moindre ressort. Ils s'entraînaient à démonter et remonter le M60 les yeux bandés pour simuler l'obscurité totale de la jungle. Des compétitions de vitesse étaient organisées pour transformer chaque geste en automatisme. Mais ce n'était que le début de l'évolution. Le M60 a subi de nombreuses transformations au fil des ans. Les versions M63 et M64 ont corrigé la plupart des défauts de jeunesse. Aujourd'hui, cette arme et ses variantes modernes sont toujours en service dans plusieurs armées à travers le monde. On entend encore le claquement métallique caractéristique du rechargement. Le M60 reste gravé dans la mémoire de ceux qui l'ont servi, mais aussi dans celle de ceux qui ont subi son feu. L'histoire s'est arrêtée là pour beaucoup, face au canon du cochon.